On passe maintenant à la Côte d'Ivoire. Ambak s'est éteint à 56 ans. Ambak, eh bien, c'est le surnom du Premier ministre, désormais ancien Premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko. Il est mort mercredi 10 mars 2021 à l'âge de 56 ans. Le chef du gouvernement ivoirien était hospitalisé en Allemagne. Selon des sources officielles, il serait décédé des suites d'un cancer. Parmi les proches du président Alassane Ouattara, Ambak est devenu son chef du gouvernement le 30 juillet 2020 à 55 ans. Il a eu la lourde tâche de succéder à Amadou Gon Coulibaly, décédé les 10 jours plus tôt. Il y a Lorenzo Keleki, en tout cas la justification du décès, ce qui explique le décès. On parle de cancer fulgurant. Vous comprenez ce que ça veut dire? Sincèrement, j'ai essayé hier toute la nuit de comprendre un peu cette expression, mais les retours que j'ai eus, en tout cas, me laissent croire que c'est un cancer lié au pancréas. C'est ce qu'on m'a dit, mais je ne continue pas à vérifier. Je vais approcher les médecins principalement pour avoir beaucoup plus d'ample information. Je posais la question aux médecins quand je préparais cette émission, mais personne n'a su me répondre. On m'a juste dit que c'est un cancer lié au pancréas, c'est ce qu'on m'a dit. Mais ce que je sais, c'est que quand vous lisez un peu les médias ivoiriens, eux, ils rapportent beaucoup plus la cause de ce décès à un empoisonnement. Oui. Et je crois que nous n'avons pas véritablement de preuves liées à cet empoisonnement. Mais quand on analyse un peu, qu'en 2 mois, en pratiquement 8 mois, on a 2 premiers ministres de ce pays qui sont décédés dans pratiquement les mêmes conditions, parce que Amadou Gon Coulibaly, c'est vrai qu'il était souffrant, mais avant qu'on nous l'évacue sur la France, il semblait quand même se porter bien. Et c'est juste après son évacuation qu'on a eu vent des complications jusqu'à ce qu'on nous parle de décès. Et quand on revient un peu à Ahmed Bakayoko, lui aussi avant son évacuation, il semblait en tout cas péter la forme. Oui. Et ceux qui l'ont abordé, ceux qui l'ont touché, ceux qui ont pu le rencontrer quelques jours avant qu'il ne soit évacué, ont présenté Ahmed Bakayoko comme quelqu'un qui allait véritablement bien. Mais quand on l'a évacué, déjà la rumeur a commencé par circuler sur les réseaux sociaux. Et après, on a eu un communiqué du gouvernement qui parlait beaucoup plus d'un état de fatigue, voilà, généralisé. Mais au fil des jours, cet état de fatigue généralisé s'est mué en cancer, malheureusement. Donc, ce qui veut dire qu'à ce jour, quand on analyse un peu les différents communiqués que l'État ivoirien a pondus durant son hospitalisation jusqu'à ce qu'il ne décède, en tout cas, l'effet qu'on a, c'est que Ahmed Bakayoko serait décédé d'autre chose que du cancer. Surtout qu'on sait que le cancer n'est pas une maladie qui déclenche du jour au lendemain. C'est une maladie qui déclenche... Qui est évolutif. Qui est évolutif. Et donc, Ahmed Bakayoko, étant donné, d'abord, de par sa stature d'homme d'État, qui est régulièrement à Paris pour des soins médicaux, je pense quand même que s'il avait une telle maladie, on lui aurait déjà diagnostiqué ça depuis et il aurait déjà pris des dispositions. Aujourd'hui, le cancer, je parle sous réserve des médecins, le cancer n'est pas une maladie aujourd'hui qui tue systématiquement. Il y a il y a la chimio. On peut faire de la chimiothérapie pour quand même permettre aux patients de vivre. Et donc, quand on nous dit que déjà, le gars a été envoyé là-bas mi-février. 2 semaines après, on nous dit que c'est un cancer en phase terminale. Je me dis qu'il y a véritablement beaucoup de problèmes à ce niveau. Il y a beaucoup d'interrogations qui méritent d'être élucidées à ce niveau. En tout cas, la presse ivoirienne, même l'opinion ivoirienne aujourd'hui, est d'accord sur un point. Ahmed Bakayoko est mort d'un empoisonnement. Credo Tété, vous avalez la thèse du cancer fulgurant? Non, mais moi je crois que avec le passage à l'Orient éternel de Ahmed Bakayoko, nous devons gémir 3 fois, mais tout en gardant cette espérance-là, qu'il y a une autre vie après, parce que le monsieur, c'est un bulldozer politique. Maintenant, revenant à ce cancer. Donc le cancer, nous voyons ses manifestations. Nous ne sommes pas des spécialistes du domaine de la santé, mais on sait que le cancer est vraiment évolutif.
Donc là, est-ce que le caractère fulgurant, est-ce que ce n'est pas synonyme d'un cancer qui est assez poussé ou bien en phase terminale? Donc je crois que les autorités ivoiriennes mesurent, disons, la gravité même de ce cancer. Donc, mais toujours est-il que la Côte d'Ivoire a perdu un de ses fils avec ses défauts et ses qualités, ses forces et ses faiblesses. Donc là, il n'est pas question de croire à une certaine thèse ou pas, parce que avant même son évacuation, quand il était souffrant, avant même son évacuation sur la France dans un premier temps plus, et ensuite sur Fribourg en Allemagne, donc l'opinion ivoirienne parlait régulièrement de cet empoisonnement. Mais là aussi, nous devons prendre tous les gants. Est-ce que c'est réellement un empoisonnement? Parce que sur ce plateau, nous qui sommes ici, nous n'avons pas les outils d'avancer quoi que ce soit avec certitude. Mais il y a cette idée qui est véhiculée au sein de l'opinion. Mais c'est assez proche, surtout aux spécialistes du monde médical, de nous dire réellement de quoi ce monsieur est décédé. Bon, les médias internationaux parlent de cancer fulgurant, mais je pense que Lorenzo relevait cette contradiction dans les communiqués. Vous vous rappelez, la présidence sénégalaise, ivoirienne, disait qu'il était en France pour subir des tests. On parlait de fatigue. Quelle fatigue devient un cancer? Non, mais je crois que lorsque le cancer est poussé, donc ça peut générer également, disons, cet état de fatigue. Donc oui, parce que le cancer, c'est pas comme le palu. Si on te dit même que tu as le cancer, c'est que c'est déjà un peu grave. Maintenant, si on ajoute le qualificatif entre griffe fulgurant, donc c'est que ça a pris d'autres dimensions qu'on ne saurait apprécier sur ce plateau. Maintenant, revenons à la communication du gouvernement ivoirien sur la maladie. Mais moi, je voudrais préciser que pendant un long moment, donc il n'y avait même pas eu de communication sur l'état de santé de Ahmed Bakayoko. Et quand la communication a commencé par prendre, c'était un cafouillage. N'eût été, disons, l'action ou bien l'audace de Mme Ahmed Bakayoko, de Mme Yolande Bakayoko, en évacuant son mari de la France, de Paris à Fribourg. Donc je crois qu'on ne serait pas ici même à parler d'un cancer, que ça soit fulgurant ou pas. Parce qu'on en a voulu, disons, embrigader sa maladie dans un vase, donc on ne communiquait pas assez. Mais Lorenzo a touché un point. Lorsque on évacuait M. Bakayoko, c'était pas sur une civière, et ceux qui étaient à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan l'ont vu. Certes, le gars, il avait des signes de faiblesse, mais donc il a marché, et puis il a pris, disons, l'avion. Mais c'est vrai, c'est une certitude que Ahmed Bakayoko, avec la poigne qu'il avait, l'énergie qu'il dégageait, ce n'est pas ça que les gens ont reconnu, même s'il a fait des efforts de rassurer les gens ou bien de rassurer le peuple ivoirien que ce n'est pas si grave, parce que quand il partait même, donc l'idée qui était derrière, qui était véhiculée, c'est qu'il était parti pour son check-in de santé. Oui. Mais un check-in de santé qui s'est subitement aggravé, et on a vu même le président Alassane Ouattara était en visite officielle, donc il était parti le voir sur son lit d'hôpital. Mais je ne sais pas si nous nous souvenons des impressions même de Alassane Ouattara quand il était sorti, l'expression même de son visage. Donc c'est que ça disait beaucoup de choses sur la gravité même de l'état de santé. Donc il a dit, s'il va jusqu'à évoquer, disons, ce souci de prière pour la vie d'Ahmed Bakayoko, donc moi je me suis dit, si on va jusqu'à ce niveau-là, donc c'est pour dire qu'il n'y a pas d'espoir. Il n'y a plus tellement d'espoir. Il n'y a plus tellement d'espoir, mais quelques jours après son évacuation sur Fribourg, on constate son décès. Donc, je crois, à un certain niveau, si on doit parler d'Ahmed Bakayoko, c'est vrai, il n'est plus dans le monde des vivants, il est passé à l'Orient éternel, mais nous devons beaucoup plus nous appesantir sur son rôle qu'il a joué en tant qu'acteur
politique, même bien avant acteur politique. Donc, il fut également communicateur comme nous. Un homme de médias, journaliste qui a dirigé la radio Nostalgie à Abidjan. Donc, c'est quelqu'un qui s'est fait. Donc, c'est quelqu'un qui avait, disons, cette bravoure qui est arrivé à un sommet de son histoire, mais il a eu à marquer également l'histoire politique de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que si on doit même parler de l'arrestation, de la déchéance même de Laurent Gbagbo, même on a vu ces derniers temps. Dès qu'on a annoncé son décès, nous avons vu l'image. Oui. Lorsque Laurent Gbagbo était conduit à l'hôtel Ivoire, donc il était là à côté de lui, mais pas en tant que sauveur, mais en présentant, en savourant, disons, la présence de Laurent Gbagbo comme un trophée de chasse ou bien un trophée de guerre. Donc là, nous devons parler politiquement, de Ahmed Bakayoko pour essayer de voir qu'est-ce qu'il a pu faire pour la Côte d'Ivoire, pour son pays, dans un souci, disons, de rétablissement de la confiance entre les acteurs politiques, dans un souci de paix. Donc, si on oriente le débat sur ce côté, donc on peut également voir, parce que c'est vrai, le décès de Amadou Gon Coulibaly n'a pas été vraiment chose truc là, chose facile. Après, c'est Ahmed Bakayoko. Et aujourd'hui, on nous parle de Patrick Hachi. On va revenir sur tout cela tout à l'heure. David Diakbavi, c'est vrai que quand on suivait, moi je me rappelle lundi, on évoquait le sujet ici, un des invités disait, quand on voit l'attitude d'Alassane Ouattara, quand il est rentré de Paris, la réunion qu'il a eue avec un certain nombre d'un cercle fermé, on a vu les images d'un général qui pleurait à la réunion. Il y avait un des invités qui disait « Je pense que Bakayoko est déjà mort ». Alors finalement, ça s'est confirmé, c'est qu'il était allé voir déjà un Premier ministre mourant en fait. Non, en tout cas, tous les signaux présageaient que Bakayoko était décédé bien avant la date d'hier. Même cette information de son transfert de Paris à Fribourg, c'était pour masquer les pistes. Et Ouattara, au retour de ce voyage, a réfléchi pour préparer les esprits en Côte d'Ivoire et en Afrique. C'est comme ça que ça se fait. On n'annonce pas le décès d'une personnalité aussi importante qu'un Premier ministre ou un chef d'État, comme ça. Mais tous les signaux présageaient, tout prouvait que Bakayoko était déjà mort quand Ouattara était arrivé. Enfin, Ouattara serait allé voir son Premier ministre mort, pas mourant, mais mort. On se dit qu'on a gardé l'information secrète pour que les résultats de l'initiative soient donnés d'abord. Voilà. Et donc, c'est une thèse plausible? Oui, c'est plausible aussi, parce qu'il faut faire attention. Il ne faut pas annoncer cette nouvelle à la veille des élections ou à la veille de la programmation des élections. Non, ça peut basculer la Côte d'Ivoire dans une situation terrible. Ce qui est extraordinaire dans le décès de Bakayoko, c'est que son décès est intervenu dans les mêmes conditions que celle de Amadou Gon Coulibaly. Voilà un Premier ministre qu'on nomme et qui tombe malade. On dit qu'il est malade, il est évacué en France, c'est tout à fait normal. Et on vient parler de ce cancer fulgurant. C'est quand même assez extraordinaire. Le cancer, en tout cas, moi, je ne vais pas aller par quatre chemins. Le cancer, comment on dit ça? Ça ne se déclenche pas. Voilà. C'est pas quand vous quittez Abidjan pour arriver à Paris qu'on va vous voir, les docteurs soignants vont détecter un cancer fulgurant et 2 semaines après. C'est-à-dire on quitte Abidjan fatigué et on arrive à Paris cancéreux. Et ça se passe pas comme ça. Non, je ne crois pas que c'est le schéma. Parce que du côté de Paris, suite à son décès, donc on nous parle d'un cancer fulgurant. Est-ce qu'avant même son départ, on ne nous a pas caché l'information de ce cancer? Non. Parce que le très fulgurant là... Le truc, c'est que même si ça a été caché, c'est qu'un cancer, c'est évolutif. Quelqu'un m'expliquait que l'un des cancers les plus dangereux, qui est le cancer du côlon, parfois vous vivez avec même sur 3-4 ans avant d'en décéder. Bakayoko, on l'a tous vu à l'élection en octobre. C'est un monsieur qui me donnait l'impression de rien présenter. Samuel, même déjà avant sa nomination, vous savez,
on sait, comme je le disais tout à l'heure, les conditions dans lesquelles Koulibaly était décédé. Et Ouattara ne prendrait pas le risque de nommer un malade à la primature ivoirienne. Avec ce qui s'est passé et l'image de Koulibaly qui est restée encore dans les esprits des Ivoiriens. On choisit Bakayoko, qui, tout le monde a vu Bakayoko au début de sa prise de fonction, lorsque sa nomination a été officialisée, puisqu'il avait au début, il assurait l'intérim du Premier ministre. Après, le président ivoirien a pris un décret pour l'officialiser maintenant. On l'a vu, c'est pas que Bakayoko, on l'a pas vu, on voyait Bakayoko jusqu'en décembre, janvier, les Ivoiriens, tous les Africains voyaient Bakayoko en très bon état. Et tout de suite, on annonce une fatigue générale. Apparemment. Une fatigue générale qui l'amène à aller se faire soigner en France. Arrivé à l'hôpital en France, les médecins soignants lui trouvent un cancer fulgurant qui l'emporte 2 semaines plus tard. C'est un peu ça l'interrogation. Pour beaucoup d'Ivoiriens, Bakayoko est décédé de tout sauf d'un cancer fulgurant. Et ça interroge. Aujourd'hui, on s'interroge véritablement sur les intentions de Ouattara et sur ce qui se passe véritablement autour de son entourage pour que, et ce n'est pas seulement Gon Koulibaly, ce n'est pas seulement Bakayoko, c'est les autres. Vous avez vu Ouattao, dans quelles conditions Ouattao était mort. D'autres collaborateurs du président Ouattara qui, comme ça, un beau jour, étaient décédés sans qu'aucune lumière ne soit apportée sur les causes de leur décès. Sur les circonstances. Voilà. Aujourd'hui, pour le cas de Bakayoko, je pense que les Ivoiriens s'accordent à dire qu'il y a quelque chose derrière et il faut que le président Ouattara et l'ensemble du gouvernement ivoirien comprennent la nécessité de dire les choses telles qu'elles sont, même si ça peut choquer, même si ça peut créer une situation, il faut que les Ivoiriens sachent de quoi est mort leur Premier ministre pour éviter les suppositions. Et tout ça aussi pose la question sur l'état de santé, en tout cas les informations sur l'état de santé des gouvernants. Moi, ça me rappelle ce qu'on avait dit sur la santé du président gabonais. Fatigue légère, devenue sévère, et passée en AVC. Justement, c'est une évolution. Non, c'est pas une évolution. De la maladie. Je pense que la plupart de nos dirigeants africains, au-delà du poste qu'ils occupent, ne doivent pas oublier qu'ils sont aussi humains, comme tout le monde. Et ils sont faits de chair et de sang, et donc ils sont aussi faillibles comme tout le monde. Mais je ne comprends pas pourquoi régulièrement ils ont tendance à faire croire à l'opinion qu'ils sont des surhommes, en guillemets. Ils sont aussi des hommes comme nous, ils peuvent tomber malades, ils peuvent, quand on leur touche avec de l'eau chaude, ils vont réagir, tout comme tout le monde. Et donc je ne crois pas que cacher leur état de santé à la population serait, on va dire, positif pour eux. Je ne crois pas. Et justement, quand on prend un peu le cas ivoirien qui fait l'objet de ce débat aujourd'hui, il est important de ressortir quand même qu'il y a un problème au sommet de l'État ivoirien. Parce que ne pas le dire ou le dire de façon, on va dire, en tutubant, revient à encourager la chose. Et peut-être que demain, je ne le souhaite pas, je touche du bois, peut-être que demain, c'est le président lui-même qu'on nous dira qu'il est à Paris pour des soins parce qu'il est un peu fatigué. Et après, on nous dira qu'il est aussi tombé suite à un cancer, à un état, je ne sais pas comment le dire. Donc voilà, je crois quand même que aujourd'hui, il faut dire clairement les choses, c'est qu'il y a un problème. Il y a une guerre de succession qui s'est déclenchée au niveau du pouvoir ivoirien, même si on ne le voit pas, parce que Amadou Gon Koulibaly, qu'on présentait comme étant le dauphin, visiblement bien portant, qui va et qui revient, et au premier conseil des ministres qui tombe. Ensuite, le président, ayant vu un peu le danger, s'est dit qu'il revient lui-même pour se présenter. Avant même que le président ne revienne se présenter, je ne sais pas si vous avez suivi certains lieutenants de Ouattara sur certaines chaînes internationales. Quand on leur posait la question de savoir si, après le décès de Gon, qui pourrait, par exemple, reprendre cette place fondamentalement. Je me rappelle un peu de la réponse que l'autre l'avait donnée. Le secrétaire exécutif, le directeur Adama Bictogo avait donné avec un ton sec. Il dit non, que personne ne peut prendre cette place si ce n'est le président lui-même.
Ça dit beaucoup de choses. Et après, quand on a confirmé le président, le ministre Bakayoko comme Premier ministre, quand vous analysez un peu la sphère politique ivoirienne, tout le monde sait quand même qu'aujourd'hui, si Ouattara décidait de ne plus se positionner, celui qui faisait office de dauphin naturel, entre guillemets, c'était Bakayoko. Parce que d'un point de vue politique, il a la popularité qu'il faut, il a le bagot qu'il faut, il a toutes les entrées auprès de tous les partenaires, je veux dire les partenaires de la société civile, l'opposition, et même quand on voit un peu la proximité qu'il a auprès de la jeunesse, on sait quand même qu'il avait toutes les conditions réunies pour succéder naturellement au président Ouattara. Et donc, quand on voit un peu les conditions dans lesquelles il est décédé, on se dit qu'il y a un problème de succession qui se pose. Oui. Maintenant, il faut que le président puisse diagnostiquer ce problème. Parce que s'il ne le diagnostique pas, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Peut-être que demain, la preuve, on nous dit que le nouveau Premier ministre qui est nommé... L'intérimaire, ce ne sont pas des rumeurs. Il est véritablement souffrant. Et c'est même à cause de ça que le Conseil des ministres avait été annulé. Et selon les dernières informations que j'ai eues, il serait, parce que je n'ai pas de preuves, il serait évacué lui aussi sur Paris pour des soins. Et ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Et quand on sort un peu de ce schéma de Premier ministre, quand on prend l'état de santé du président de l'Assemblée nationale, là aussi, il est malade. Quand on prend l'état de santé du président du Sénat, lui aussi, il est malade. Alors que, constitutionnellement, ce sont des gens qui, normalement, pouvaient succéder au président au cas où quelque chose lui arrivait. Et donc, je crois que sur ce point, il faut quand même dire les choses clairement. Il y a eu un problème et il faut que Ouattara puisse crever l'abcès et le solutionner. Je ne sais pas si le jour il disait je ne sais pas s'il a mal fait de faire une déclaration en disant qu'il veut à présent donner transférer la place à une nouvelle génération. Je ne sais pas si c'est un crime qu'il a commis, mais je pense que c'est à partir de là que les véritables problèmes ont commencé au sommet de l'État. Voilà. Quel souvenir maintenant garder d'Ahmed Bakayoko? C'est vrai que c'est un monsieur, vous l'avez rappelé, qui s'est fait lui-même. C'est Premier ministre. Il laisse un impact? Non, mais je crois que le monsieur même s'était préparé. Donc, il a saisi une opportunité suite au décès de Madou Gon Coulibaly. Et c'était quelqu'un qui s'était imposé à un certain moment à Ado. Parce qu'il faut dire la vérité, Ado ne voulait pas d'Ahmed Bakayoko comme Premier ministre. Ado tirait sur la ficelle parce que dans l'entendement d'Ado, donc, il y avait beaucoup plus un penchant pour Patrick Kachi. Donc là, vous avez vu toute l'hésitation qu'il y a eu. Mais à un certain moment, le monsieur s'était vraiment imposé. Et le monsieur a dû rappeler à Ado ces moments difficiles quand ils étaient à la conquête du pouvoir. Et je crois que c'est aujourd'hui, avec son décès, l'image de Ahmed Bakayoko aux côtés de l'ancien président Laurent Gbagbo quand il était arrêté. Donc, c'est dire que... De Ouattara aussi. Oui, de Ouattara qui était derrière. Qui était derrière, qui essayait d'habiller même l'ancien président Laurent Gbagbo. Donc là, c'est quelqu'un qui s'est fait lui-même, aussi bien sur le plan social que sur le plan politique, mais qui a su s'imposer. Donc, son parcours n'a pas été totalement vain. C'est quelqu'un qui s'était imbibé des valeurs de jeunesse. Donc, c'est ça qui faisait également sa force, parce qu'il avait un langage qui pénétrait la jeunesse ivoirienne. Et vous verrez, peut-être certains esprits diront que c'est l'absence de Charles Blé Goudé sur le territoire qui a permis à ce qu'un certain Ahmed Bakayoko aussi monte en tant que idole d'une certaine classe de la jeunesse. Mais le monsieur a compris vite que, vu son bagage intellectuel, vu son parcours politique, donc il a besoin de cette jeunesse-là pour s'affirmer. Donc il a pris cette jeunesse-là comme son gilet pare-balles et il essayait de parler, de pénétrer même des réseaux tout en montrant à ses colistiers ou bien à ceux qui sont dans la dimension de la vie politique, en fait, il a également une certaine emprise sur la jeunesse ivoirienne.
Je voudrais seulement qu'on se rappelle, qu'on se remémore le décès de Didier Arafat. Oui. Vous avez vu le rôle que le monsieur a joué. Donc, à un certain moment, non seulement entre la famille et l'État pour la préparation des obsèques, mais le jour où on faisait ce concert d'hommage à Didier Arafat, nous avons vu un Ahmed Bakayoko qui a laissé de côté le costume, qui s'est habillé comme les jeunes qui étaient venus au stade. Donc ça, le vestimentaire aussi est un moyen de communication. Donc c'est pour dire, non seulement il avait noué même sa chemise autour de sa hanche, donc c'est pour dire qu'il se reconnaît beaucoup plus dans cette jeunesse-là, même s'il est enclin aujourd'hui, s'il fait de la politique politicienne. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas oublié d'où il est venu, parce que avant même de le connaître comme patron de Nostalgie, donc c'est quelqu'un qui a fait un parcours. Donc il était presque quelqu'un, un produit de cette jeunesse, pour ne pas abuser, pour dire un produit de la rue, entre griffes, donc pas au sens figuré du terme. Donc Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un qui s'est construit et c'est quelqu'un qui a su fonctionner avec des réseaux qui l'ont propulsé assez vite. Et à un certain moment, il a dû faire le choix entre Ouattara et puis Gbagbo. Et son choix en ce moment aurait été influencé par Guillaume Soro, Charles Blé Goudé, qui également jouait un rôle politique. Parce que c'était, disons, la fleur des futurs hommes politiques, même si par après, donc, les chemins ont été pris autrement. D'accord. Maintenant, Ahmed Bakayoko, c'est vrai, et je pense qu'Edo le disait, c'est la jeunesse s'identifiait à lui parce que, et on se rappelle en 2017, il y avait le quotidien français Le Monde qui lui consacrait un article, un portrait vidéo intitulé Le ministre de la nuit. C'était un viveur. Il ne faut pas oublier ça aussi de lui. Bah, un viveur, oui, parce qu'il vient du monde des viveurs. Ici, quand vous lisez le parcours de Bakayoko, tout le prédestinait à tout sauf à la politique. Il était dans les médias, il était dans le showbiz, il était très jeune, virulent, frais. Il avait envie de vivre en tout cas. Et il arrivait facilement à se fondre dans la masse. Et donc il s'est fait passer pour il s'est constitué en une sorte de pont entre le politique et la jeunesse ivoirienne. Oui. Et donc tous les jeunes Ivoiriens l'adulaient. Que vous soyez du RHDP, du FPI, de je ne sais pas quelle formation politique, lorsque Bakayoko arrive quelque part ou se présente à un lieu, ben, tout le monde, c'était la star, voilà, se retrouvait en lui. Et il arrivait facilement à tendre la main à la jeunesse. Il arrivait facilement à communiquer avec cette jeunesse. Il portait les problèmes des jeunes comme sa priorité. Il arrivait à trouver des solutions. Quand on vous parle de sa générosité, ça ne s'arrête pas seulement à ce qu'il a fait pour certains. Il a fait pour tout le monde. Il a fait pour beaucoup d'artistes. Et aujourd'hui, quand on parle de Ahmed Bakayoko, quand on parle de son décès aujourd'hui, c'est les artistes qui sont les premiers peinés parce que sans lui, ils sauront plus ce qu'ils vont devenir. La preuve avec DJ Arafat et les autres artistes ivoiriens. Et donc, c'est un homme qui a compris que c'est pas la jeunesse qui peut arriver à faire passer ces messages. Il arrive facilement à le faire passer et il s'adapte aux réalités de cette jeunesse ivoirienne qui, heureusement, a compris que derrière ce politique, il y a une personne, un homme qui a un cœur sensible, qui est prêt à aider et qui est toujours généreux. Lorenzo, 30 secondes. Mais je voulais aussi aborder l'aspect culturel de la personne, parce que là, nous sommes en train de parler du politique, mais il ne faut pas oublier l'aspect culturel qu'il a su développer, parce que Ahmed Bakayoko, avant tout, c'est un homme culturel. Aujourd'hui, comme tout à l'heure David le disait, hier à l'annonce de son décès, moi j'ai vu beaucoup plus d'artistes qui l'ont pleuré que d'hommes politiques. Et c'est la première fois que je vois le décès d'un homme politique susciter autant d'engouement, autant de réactions dans le monde culturel, que ce soit les Koffi Olomide, les Maître Gims, c'est tout le continent, c'est toutes les stars de la musique, du football qui ont réagi suite à son décès, parce que c'est un monsieur justement qui a fait du problème culturel une priorité.
Et il n'hésitait pas à accompagner la plupart des des artistes, artistes, ouais. qu'ils soient ivoiriens, burkinabés, camerounais, congolais, français, américains. Il accompagnait D'accord. tout le monde. Voilà. Passons à la grande pause et c'est après le journal, dans une dizaine de minutes qu'on revient. Continuez.